Ondes multiples présente On a tous une histoire. Je suis Cynthia et aujourd'hui, je remercie notre invité qui va nous raconter un petit morceau de lui. Je vous souhaite une bonne écoute. Je m'appelle Magali, j'ai 45 ans et je vais vous conter mon histoire incroyable que j'aurais jamais imaginé vivre dans ma vie, mais qui est arrivée comme une magie dans la vie et quoi qu'il puisse se passer dans l'avenir, ça restera pour toujours une histoire précieuse et surtout une grande école. Alors je vais vous parler d'une histoire d'amour qui semblerait tirée d'un conte de fées, parce que c'est comme ça qu'elle a été vécue. Avril 2017, je reçois une invitation Facebook d'un homme avec un grand turban bleu sur sa tête. Première réaction, c'est qui cet étranger, qui me veut en ami, me veut quoi? Méfiance. Et puis j'ouvre sa page et je vois qu'il est guide du désert. Et moi, ça faisait 10 ans que le projet désert était resté en hibernation dans un coin de ma tête suite à un voyage au Maroc où j'avais pas pu aller dans les dunes. Alors à ce moment-là, j'accepte cette invitation qui remet au goût du jour ce grand rêve et surtout ce grand appel. Et là, on commence à parler. Et il se passe quelque chose d'un appel très fort avec le lieu, avec cette personne. Et je décide de partir dans le désert 2 mois après, toute seule, à ses côtés, rendant un petit peu inquiète toute ma famille et mes amis. Mais bon, l'appel était tellement évident et pour le cœur, c'était tellement évident qu'en fait, il n'y a plus d'ombre. C'est ce premier pas, ça va vraiment être la signature de tout le reste, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le cœur qui commande, c'est l'intuition, il y a quelque chose de plus grand que nous qui pousse les pas, qui pousse les portes, il n'y a qu'à suivre. Alors me voilà dans le désert et je passe là-bas 1 semaine. Les 3 premiers jours, on peut pas aller dans le désert parce que le temps est au vent, les 2 premiers jours, et puis 3e jour la pluie. Il y a tout le volet spirituel qui s'installe vraiment à cet instant parce que je perçois qu'on rentre pas dans le désert n'importe comment en fait. Et j'ai eu l'impression de passer 3 jours de hammam, 2 jours de sablage et 1 jour d'eau, de nettoyage. Alors, étant donné qu'on pouvait pas aller dans le désert, accompagné de sa famille, nous sommes allés dans l'oasis de Xarguilan. Donc une oasis où il y a des sources chaudes et puis qui se situe déjà dans le désert. Et là-bas, nous marchons près de la source et là je croise un beau cavalier sur un cheval magnifique, vêtu d'un costume traditionnel, entouré de son chèche du sommet de la tête jusqu'au bas du cou, ne laissant sortir que ses yeux brillants. Et je me rappelle m'être dit « Ah ouais, quand même !» le suivant du regard. Il m'a regardé aussi, mais ça a duré le temps d'un croisement, 10 secondes. Et puis j'ai continué ma route, j'ai continué mes activités pour aller découvrir cette oasis. Je suis rentrée de cette semaine transformée par la rencontre avec le désert, cette zone qui réveillait quelque chose de connu en moi et qui faisait un point de contact avec moi. C'était vraiment le chemin, la maison, l'impression de rentrer chez moi, de rentrer à un endroit que je connais et qui me nourrit et qui me permet d'être pleinement moi-même. Je suis rentrée en me disant il faut que j'emmène des gens ici, puisque dans la vie je suis thérapeute. Et je me suis dit c'est obligatoire que je revienne dans ce lieu pour partager ce lieu de magie, ce lieu de point de rencontre à soi-même, si vibrant, où sous nos yeux se trouve tout l'essentiel. Je suis rentrée chez moi, et puis il s'est passé du temps, j'ai pas pu retourner dans le désert tout de suite. Au mois de janvier 2018, j'observe sur mon activité Facebook des commentaires, enfin des likes et des commentaires très courts d'une autre personne du désert. Et je dis, c'est qui encore celui-là? Ça fait le 2e. Bon, je regarde sa page, rien de particulier, il m'a pas demandé en ami non plus. Alors moi, je me dis, ok, si mon partage et mes posts lui plaisent, très bien.
Et le temps passe, je gardais encore dans un coin de ma tête le désert et l'envie d'y retourner, mais pour l'instant... Ah si, je me trompe, il y avait le truc avec Pascal, pardon. Oui, je préparais un nouveau séjour en janvier, afin d'y retourner en novembre avec un groupe. Et puis, pendant 2 mois, plus de commentaires de ce nouveau petit nomade. Moi, à ce moment-là, je laisse courir, mais je l'avais remarqué ça. Et au mois de juillet, à nouveau, réapparition. Et je ne peux pas expliquer pourquoi ça m'intriguait qu'il like ou qu'il like pas, mais le jour où il revient et qu'il like à nouveau, je me dis, c'est qui ce mec? Alors je vais sur Messenger et j'écris, mais vous êtes qui? C'est vraiment resté entre nous, ça. T'es qui, toi? Mais vraiment, t'es qui, toi? Je dis, vous êtes qui? Là, je remarque qu'il m'avait écrit bonjour un jour, mais moi, j'avais pas vu puisque nous n'étions pas amis, donc il avait fait une bande d'amis que j'avais pas vu. Et là, bah, il me répond, je rigole parce qu'il me répond bonjour, ça va? Et moi, oui, et toi? Et toi, ça va? Oui, bonjour, ça va? Et un jour, j'ai dit bon, ça va 5 minutes, les ça va, mais, mais en même temps, il avait quelque chose de tellement touchant, un côté innocent d'enfant dans sa parole, que c'était à la fois risible et à la fois très touchant, quoi. Alors on a continué à communiquer et puis je me posais des questions sur sa vie privée. T'as pas une petite copine, une chérie et tout. Bon, à l'époque, il y avait personne, il a eu des histoires. Il me répond que non, bah, il y a eu des histoires, mais pas toujours drôles, mais bon, il est tout seul. Mais il me dit, il y a une fille que j'ai rencontrée, que je la cherche et je l'ai rencontrée dans un groupe dans le désert. Nos yeux se sont croisés et je connais pas son nom et son prénom et ça fait 1 an que je la cherche comme un âne sur Internet. Moi, je comprends rien son histoire. Ils sont contactés, il me dit qu'ils ont été touchés l'un par l'autre, il n'a pas son prénom, il n'y a rien de logique dans cette histoire. Bon, étant donné que la communication, elle reste quand même pas très facile, hein, il parle français, mais enfin, il parle français comme un Tunisien. Non, bah, c'est-à-dire qu'il y a des malentendus, des fois on comprend pas tout. Alors je laisse courir. Et puis il se passe 3 semaines, je sais pas exactement. Et ce jour-là, j'emmène ma fille à son internat. Et ce jour-là, elle me dit, mais c'est toi, la fille? Là, j'ai cru qu'il y a tout qui allait s'écrouler, ma mâchoire tombée, mes mains tombées par terre. J'ai dit, t'arrêtes de te foutre de ma gueule, c'est pas moi, je t'ai jamais vu, je te connais pas. Et là, il me raconte, en fait, l'histoire de l'Oasis, parce que c'était le cavalier. Donc lui, il se rappelle très bien de tout ce qui s'est passé, il se rappelle de ma tenue, il se rappelle d'avoir entendu Mag. Donc moi, je m'appelle Magali, il a entendu Mag, il a déduit que ça voulait dire Magali. Il est reparti faire un petit tour dans l'oasis afin de voir s'il pouvait nous revoir au retour, mais on n'était plus là. Il a enquêté sur où on avait dormi pour pouvoir me retrouver. Puis après, bah, il a passé 1 an à éplucher toutes les Magali de France. Donc oui, c'était complètement bouleversant. Il y a, bah voilà, j'ai envie de dire le début du entre guillemets travail s'approfondit, c'est-à-dire la confiance, quoi. Je peux avoir confiance en la parole ou pas. C'est vrai cette histoire ou pas? Parce que quand même, elle est belle, hein. Elle semble tellement tirée d'un film qu'elle est où l'anguille. Et là, en fait, lui, il cache rien du tout. Il ouvre son cœur directement, me disant que ça fait 1 an, que de toute façon, il me parle en allant parler sous la lune, qu'il emmène des poupées pour me parler, que son comportement a changé depuis 1 an, que personne ne le reconnaît, enfin des histoires qui pour moi à ce moment-là, mais je suis tombée du 10e étage, c'est pas possible que quelqu'un puisse me dire des choses comme ça. Et que du coup, bah, je suis la femme de sa vie en fait, quoi. Moi, je rigole quand j'y repense. Tellement beau et tellement touchant parce que avec tellement de sincérité, tellement d'amour, tellement de vérité en même temps, parce que les moments où il avait entre guillemets un caractère moins agréable, c'était pas squeezé, il était entier tout le temps. Dans le bien comme dans le moins bien. Et là, ça fait les yo-yo. Je dis, c'est qui ces mecs? Mais en même temps, du coup, dans cette authenticité, c'est ce qui a permis d'ouvrir la confiance. Il m'a dit qu'il avait 2 choix. C'était soit il allait à fond, soit il allait pas, en gros. Je sais plus ce qu'il avait dit, où il décidait d'essayer de faire des zigzags, mais il pouvait pas faire des zigzags. Alors il a pris le risque, au risque que je le bloque, hein, que je le squeeze, parce que c'est un peu fort comme nouvelle dans la vie. Et en fait, il a bien fait. Mais j'ai eu l'impression d'être dégommée au Karcher dans mon cœur, de me prendre une douche de lumière qui fait tout voler, quoi. Et là continue le chemin initiatique en moi, à la fois porté
par un amour jusque-là jamais vécu, où je me sens la princesse de quelqu'un, mais en vrai, quoi. Et en même temps, l'autre côté qui dit non, non, mais c'est pas possible, arrête, c'est pas possible, c'est des conneries, il va y avoir un problème. Donc, toujours une ambivalence entre j'accueille pleinement ce cadeau de la vie et c'est tellement énorme, c'est pas possible. Et ça, bah, ça va rester longtemps. Donc là, on est au mois de septembre 2018. Et mon voyage désert, donc avec l'autre guide initialement, et l'autre groupe est prévu pour novembre 2018. Et à ce moment-là, eh ben, je lui propose de venir 5 jours avant, afin qu'on puisse se rencontrer. Parce que je lui avais dit peut-être que je pourrais venir pour un café juste avant, mais là, j'ai cru qu'il allait me tuer sur place. Je comprends ce qu'il veut dire, mais moi, à chaque fois, je lui aurais dit, mais oh, tu vas te calmer, je te connais pas, je t'ai jamais vu, je suis pas ta femme, détends-toi, quoi. Et en même temps, il prend de la place dans mon cœur, il prend de la place dans mon cœur, il prend de la place dans mon cœur. Je me sens amoureuse d'un mec que j'ai jamais vu, connu, touché, je sais pas qui c'est, d'où il vient, et je comprends rien à ce qui se passe. Mais je sens bien que je peux plus m'ouvrir à personne d'autre, en fait. C'est assez ouf. À cette époque-là, j'avais une relation un peu en pointillé, c'était juste mort, quoi. Alors, je lui accorde 5 jours et non pas un café. Ce qui a occasionné un gros bordel avec le reste du groupe et le projet en cours, mais bon, bah, c'est pas grave. C'était un moment difficile, mais un moment de positionnement important aussi. Bah voilà, positionnement, là, du coup, ça s'entrecroisait avec le travail. Ça m'obligeait à me positionner face à lui et face à collègue organisatrice. Et en fait, avant que je rencontre Dali, du coup, c'est les 5 jours, là, c'est quand même Dali son prénom. Enfin, c'est Ali, mais on l'appelle Dali. Lui, en fait, est allé rencontrer l'autre guide afin de mettre les choses claires entre hommes. Ça fait comme ça. Ouais, il l'a cherché et tout, parce qu'il n'avait pas son numéro. Hein. Il s'est débrouillé, il l'a harcelé au téléphone, ça a saoulé Faisal. Il m'a dit, ouais, tu donnes pas mon numéro à n'importe qui et tout. Je me suis fait jeter. Et du coup, ça a duré longtemps, en fait, leur discussion. J'ai eu très peu de retours de la part du premier, après avoir posé des questions. Mais Dali m'en a beaucoup parlé, parce qu'en fait, bah, il a dit, cette femme, elle me plaît, je la vois comme ma femme. Hein. Moi, qu'elle ait des enfants, je m'en fous. Qu'elle ait de l'argent, je m'en fous. C'est elle. Est-ce que t'as une histoire avec cette femme? Oui ou non? Non. Ok. Est-ce que tu prévois de faire une histoire avec cette femme? Oui ou non? Non. Ok. Donc moi, j'aime cette femme. Est-ce que c'est ok pour que j'ai une relation avec cette femme? Ok. Pas plus clair. Hein. Dali est comme ça. Hein. Je suis plus que lui. Donc voilà, il lui a vraiment parlé des sentiments, de l'histoire, du témoignage d'amour qu'il avait pour moi, ce qui visiblement a beaucoup surpris Faisal dans les mots. Bon voilà, c'est la parenthèse, mais c'était une parenthèse importante et qui en tous les cas moi m'a touchée parce que je me suis dit tiens, il se donne quand même la peine d'aller voir l'autre avant d'engager quelque chose. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a touchée moi dans le style, dans la manière de faire quoi. Parce que c'est aussi leur culture. Pas on dit n'importe comment, il y a du respect, l'ordre. Voilà, donc arrive notre premier jour, j'atterris à Djerba. Et bah Dali vient me chercher. Et là, j'ai les jambes qui tremblent, j'ai le cœur qui tape, ça fait 2 mois, 3 mois qu'on se parle au téléphone et qu'on s'est dit je t'aime. Oui, même moi j'ai dit je t'aime. Je le connaissais même pas. C'est bizarre, hein. Alors du coup, cette rencontre, elle était super puissante. Et quand je le vois, évidemment, comme c'est le roi des gags, il est pas devant moi à m'attendre, bien évidemment. Il me laisse arriver, me faisant croire qu'il est pas là. Et il se cache derrière des poteaux. Parce que c'est Dali. Et qu'il adore faire ça. Non, bah j'attends. Je me dis. Tous les coups, il est là. Et il attend. Et je sens une main qui tape sur mon épaule. Et qui me dit bonjour Galbi. Galbi, ça veut dire mon cœur. Et là, je tourne ma tête. Comment dire que je peux pas soutenir son regard? Comment faire? Les yeux me happent, je dis c'est qui, je baisse la tête et en même temps je le prends dans mes bras, je le serre très fort. Sauf que ça se fait pas à Djerba. Donc voilà, moi je suis un peu en orbite, j'hallucine d'être auprès de ce connu inconnu, cette sensation très particulière. En même temps, hâte de parler, de le regarder, de le voir, enfin il faut établir un contact en fait, et puis là, il faut sortir. On se prend la main. On sort de l'aéroport, on est bras dessus, bras dessous, et c'est vrai qu'il y a une complicité naturelle qui se fait tout de suite. Et surtout, en fait, c'est plein de joie, quoi. On est tous les deux tout en train de sourire comme des benets, plein de joie. Et son ami qui était venu nous chercher, c'était notre chauffeur, en fait. Quand il nous voit, il dit à Dali, mais tu la connais déjà, cette fille? Il dit, je te jure, je l'ai jamais vue. Il dit, arrête de te foutre de ma gueule, vous êtes déjà vus tous les deux. Regarde.
Je te jure que non. Voilà comment ça a commencé l'histoire. Donc en fait, c'est vrai que ça donne une sensation de retrouver quelqu'un qu'on connaît. En tous les cas, il y a la familiarité, la fluidité qui était présente tout de suite. Et elle me demande des bisous et tout. Tu vas te calmer. Je te connais pas. Bon voilà. Donc on prend la route direction Xarguilan. Xarguilan, ça fait 4 heures de route depuis l'aéroport. On n'est pas tout à fait tout seul parce qu'il est devant. Moi, je suis sur le siège de derrière. Il y a le chauffeur. Bon, puis ça se fait pas en démonstration affective devant quelqu'un et tout. Et on arrive à Xarguilan, magnifique oasis que j'ai connu, que je connais, que j'avais connu avant. Mais là, elle avait un autre goût. Et effectivement, tout est fluide, on me fait rencontrer tout le monde, c'est beaucoup de joie. Ça y est, on est en couple dès le premier jour, quoi, en fait. C'est parti, mon kiki, c'était juste pour un café. Non. Et le lendemain, je sais plus si c'est le lendemain ou le surlendemain, il me prépare une surprise. Alors, il s'absente souvent de la chambre, parce qu'on loue une chambre dans une résidence avec Xarguilan. Il dit, je reviens, j'ai avec les copains, nanana, je fais quelque chose, mais toi, tu restes là, tu viens pas. Je dis, qu'est-ce qu'il est encore en train de manigancer? Parce que quand même, dans tout ça, même si c'est fort, si c'est beau, je le connais pas. T'es qui? T'es qui, toi? Et il vient me chercher, les yeux bandés. Enfin, il me bande les yeux. Et là, il m'amène derrière la résidence, au pied d'une dune. Il y avait 2 copains, lui, qui avaient fait un feu, qui avaient préparé un super repas traditionnel dans le feu, dans la gargoulette. Gargoulette, c'est une amphore en terre dans laquelle on cuisine la viande et les légumes. Ça fait un four dans le feu, en fait. Et il avait, avec des petits sachets remplis à mi-hauteur de sable, planté une petite bougie dedans. Il avait dessiné un cœur avec ces bougies. Et là, il m'enlève le bandeau. Et moi, là, j'ai l'impression que je suis dans une zone hors zone, en fait. Je suis dans une autre dimension. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ça avait un goût de fiançailles. 3 jours, 2 jours, 3 jours que je te connais. C'est un truc de cœur. Je lève ma tête au ciel et des étoiles qui passent, des étoiles filantes qui tombent. J'avais l'impression que c'était habité d'invisibles, qu'on y avait, je sais pas, 1000 personnes autour de nous, des lutins, des licornes, des je sais pas trop quoi ce qu'il y avait, mais ça semblait grouillé de présence, je peux pas l'expliquer autrement, mais doux et très 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 joyeux. Je me fais porter jusqu'au milieu du cœur. Et là, on a nos photographes amis qui ont fait l'album photo, de clichés dans tous les sens, pour les couples, tout simple. Là où c'est tellement magique, c'est que c'est d'arriver à vivre des tels moments avec, j'aurais dit, quelqu'un qu'on connaît pas comme normalement on connaît les gens en fait. Normalement, tu rencontres quelqu'un, il te plaît un peu, tu le revois. Au pire, on couche ensemble en boîte, mais après, il y a quand même au fur et à mesure, quoi, qui se fait. Et là, en fait, c'est intense, direct. C'est complètement, c'est pour ça que je veux dire le mot, c'est atypique, c'est pas ordinaire, c'est pas comme ça fait d'habitude, en fait. Bah oui, puis pour aller encore plus loin avec le mariage. Parce que du coup, voilà, la force, l'intensité vécue est assez impressionnante. Et en même temps, mon cerveau, commence à dérouiller grave, quoi. C'est-à-dire que le mental, il bégaye dans la purée, quoi. Il peut rien contrôler, en fait. C'est le cœur qui se joue, c'est l'instant qui se joue, et tout le reste, en fait, ça a aucune emprise. Oh, l'ego résiste bien, hein, de temps en temps et tout. Je gueule, je dis c'est pas normal, je bute à plein de trucs, t'es fou. Mais ça marche pas. Donc j'enquille ensuite, après ces 5 jours de noces, on va dire ça comme ça, effectivement des photos, celles dans le désert elles sont belles, des photos d'amour, tous les deux en costume, avec nos chèches, plein de tendresse, des moments que moi j'avais jamais vécu de ma vie en fait. Jamais, jamais. Jamais je m'étais sentie aimée comme ça. Ça n'existe que dans les films. Visiblement non. Alors ça aussi, ça met beaucoup de choses du cerveau par terre parce que c'est les structures mentales qui tombent en fait. Et ça lève d'autres peurs. Et à ce moment-là, déjà, elle me dit... je disais, faudrait que tu viennes en France aussi, chacun notre tour, pour qu'on se revoie, quand est-ce qu'on se revoit, etc. Puis il me dit qu'en fait, son arrivée en France est impossible, les visas sont tous refusés, les visas touristiques. Donc, s'il veut un visa, c'est le mariage. Donc là, on s'est vu une fois dans la vie et on parle de mariage. Moi, évidemment, là, ça passe pas trop. Je dis, écoute, on va déjà faire les essais. Hein. Si c'est refusé, mais on va quand même essayer la voie normale. Bon, on met ça sous le coude. On devait se voir en décembre, mais on n'a pas pu se voir en décembre. Et moi, j'y retourne au mois de janvier. Ça se passe bien. La séparation est super dure. Parce que la force de ce qui est partagé était tellement intense que on a quand même envie que ça poursuive. Et le fait d'être pas avec lui, mais sur la même terre, et pas loin, et pour plus de jours en fait, j'avais plus de 10 jours dans le désert à côté, c'était pas facile du tout.
Et je devais, dans ma tête, basculer sur quelque chose de complètement différent, qui était d'ordre professionnel, être disposé au boulot, à l'intuition, enfin tout ce qu'on allait faire dans le désert. Donc je devais fermer un dossier cœur, en même temps il est ouvert et il me porte, et en même temps j'ai pas le temps ni l'occasion de le nourrir. Heureusement, il y a un petit peu de connexion dans le désert, donc on s'est parlé dans le désert, par petits messages, mais pas beaucoup. Et puis moi, j'étais dans le mode où vraiment je devais être vraiment dispo au boulot et pas être court-circuité par quoi que ce soit d'ordre émotionnel. Donc par moments, il y avait un peu de distance aussi de mon côté. C'est pas facile. C'est une espèce de jonglage. C'est pas facile parce qu'on sait pas exactement ce qui se passe en nous et on sait pas exactement ce qui va se passer après. Et en fait, c'est de l'inconnu tout le temps. C'est ça qui est pas facile. Je viens de vivre un truc de fou. Je sais pas ce qui va se passer demain. Ici, je suis en train de vivre un truc qui était aussi nouveau. Hein, le travail en groupe dans le désert, en co-animation, c'était nouveau. Et du coup, les ressources personnelles, il faut aller les puiser. Et je sens, quand je le parle, l'image que je vois, c'est vraiment déconstruction. Il y a mon cerveau qui fond, en fait. Toutes les murs du cerveau, les structures, ça tombe par terre, brique par brique, dans tout ce que je suis en train de faire. Donc la dernière nuit avant de prendre l'avion, il est venu à Djerba et on a passé la nuit ensemble. Donc moi, je me suis retirée du groupe et j'ai passé ma dernière nuit avec lui. Je rentre en France et quand j'y retourne en janvier, ça se passe bien et pas bien. En même temps, on a beaucoup de heurts. Pareil, intensité et en même temps, beaucoup de prise de tête. Et je rentre, moi, un peu perdue. Je sais pas ce que je fais. On continue, on arrête. Il faut se marier. Mais moi, c'était très difficile à gérer. Donc c'était vraiment une notion de caractère, de culture. Et puis, de compréhension au niveau langage, quoi. Il y a des choses... Même si on comprend la même phrase, lui, dans sa culture et comme il a appris le français, ça va avoir un autre sens que chez nous. On le voit sur certains mots, il y a des mots qu'il emploie, je dis non mais on dit pas ça chez nous comme ça. Donc là voilà, les problèmes de la langue, ça n'arrange rien du tout. Lui, il fait du mieux qu'il peut, parce que moi je parle pas un mot d'arabe bien évidemment, donc il y a que lui qui peut faire l'effort de la communication. Donc il est déjà au taquet de faire comme il peut avec tous les mots qu'il a, parce que lui il a appris tout ça dans le tourisme, hein, principalement, qui vit dans le tourisme, il est cavalier dans le désert, guide cavalier. Donc il parle quand même pas mal, mais c'est limité des fois sur le sens, c'est des incohérences, et puis c'est quelqu'un de très sensible aussi. Que pour lui aussi en fait c'est un cataclysme. Hein. Je parle de moi là, mais dans l'intérieur en lui c'est la même chose quoi. Des choses qu'il a jamais connues, l'amour comme ça il a jamais connu. Et lui, et en même temps, il est en très très grand stress parce que je suis tout pour lui en fait. Je suis sa muse, je suis celle qui l'attend quoi. Alors il est en grand stress aussi de faire le moindre faux pas, le moindre truc. Il y met tout son cœur en fait à cette histoire-là et à moi en fait. Alors dès qu'il y a quelque chose qui va pas ou que moi il me voit triste ou qu'il me voit en colère, c'est pour lui c'est la fin du monde quoi. Ce qui peut l'énerver, et ce qui du coup va créer un conflit. Donc quand je rentre en janvier, après tous ces moments-là, je suis encore plein de doutes. Je suis vraiment dans une période noire. Je passe 3 jours à la maison en me disant laisse tomber, j'arrête. C'est n'importe quoi cette histoire. Je peux pas continuer cette histoire. Je peux pas continuer avec cet homme-là. Et là, il se passe quelque chose d'assez drôle. C'est la séance chez la voyante. Je vais voir une voyante. Mais juste la veille, juste la veille, au téléphone, comme moi j'étais insupportable. Bah ouais, moi je le blessais profondément, hein. J'étais en train de tout remettre en doute. Lui, il était une colombe qui vole, et d'ailleurs il me l'a dit, hein. Et moi, il s'est pris un coup dans l'aile, quoi. Voilà. Et pouf, par terre, quoi. Du coup, lui, très très mal, et il me dit, écoute, là, je vais me protéger, mais on va couper, je parle plus, quoi. J'ai fermé mon téléphone pendant quelques jours. Je sais pas combien de jours. Moi, l'ego, en premier, c'est ça. Fais donc ça. On va réfléchir, hein. Et je prends rendez-vous avec une voyante, une médium, enfin bref, elle tire des cartes. Que j'essayais de contacter depuis longtemps parce que elle, parenthèse, au mois de juillet, avant que je réponde à Dali sur Messenger, j'étais allée la voir, cette dame. Elle m'a tiré les cartes. Elle me dit oui, effectivement, il y a un homme qui arrive. Mais elle me dit, oh, par contre, il aime les chevaux. Hein. Alors je cherche dans ma tête, c'est qui aime les chevaux, je trouve personne. Et puis il est basané. Alors moi j'ai dit oui, ça correspond à mes visions. J'avais des visions en fait. Alors ça aussi encore une autre histoire. J'avais des visions en fait de Dali qui arrivait vers moi.
Et depuis 1 an, je le voyais, j'avais une image qui arrivait, je voyais un homme avec un turban sur sa tête perché sur un truc. C'était un dromadaire, un cheval, un éléphant, je sais pas. Mais il marchait sur un truc haut. Mais je sais pas ce que c'était. Avec un turban et il venait vers moi. Ça a duré comme ça, ouais, une petite année. De temps en temps, je checkais mon film. Et je le voyais un peu loin. Et quand c'est arrivé, ouais, dans l'été, juste avant septembre, je l'ai vu, tu sais, quand il y a le signal du GPS qui te dit, vous êtes arrivé à destination. C'est pareil, presque le petit drapeau, je le voyais proche de moi. Et donc elle me sort, c'est un mec qui aime les chevaux, bah Dali il est cavalier, mais je savais pas encore à l'époque. Et Basané, bah oui forcément, il vient du désert. Il dit, par contre, il a du caractère, hein. On me dit, mais il faut bien ça, sinon tu vas le bouffer. Et elle me dit, par contre, la rencontre, c'est pas avant fin d'année, donc novembre. Du coup, ouais, j'essaye de la recontacter en janvier, parce que je dis, là, je suis larguée, je suis perdue, qu'est-ce que je fais de ce mec je sais pas quoi faire. Je vais au rendez-vous le lendemain soir. Et là, elle commence à tirer ses cartes. Elle se fout de ma gueule. Mais Magali, pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu te fais si mal dans cette relation? Il t'aime cet homme? Je sais qu'il m'aime. Mais j'ai peur. Ah bah oui, je vois bien que t'as peur. Tu fais un pied devant, 4 pieds derrière. Tu freines des cas de fer. Mais t'as demandé l'amour. Alors, qu'est-ce que tu fais? Dans ma tête, ça fait grommel, grommel, grommel. Je dis, mais c'est compliqué. Il y a plein de trucs compliqués. Blablabla, blablabla. Elle me dit, j'entends bien. Je dis, mais là, ce que t'es en train de t'infliger, c'est encore pire que ce que tu vivrais en vrai. Hein. Bah, tu fais comme tu veux. Tu peux y avoir d'autres relations. Elles seront plus simples. Pas de problème. Elles seront plus dans ton mental, prévu, ça devrait être comme ça, une relation. Mais l'intensité, tu vas la chercher. Et puis ça va te laisser un goût d'inachevé si tu termines pas ça. Je dis, oui, de toute façon, il m'a dit que j'étais la seule dans son cœur, il y aurait personne d'autre dans son cœur de toute sa vie, et il l'a même dit à ses parents. Mais est-ce que tu veux qu'il y en ait une autre dans son cœur, Magali? Non. Donc voilà, et cette soirée-là, en fait, j'en parle parce que c'est celle qui a été le déclic pour dire oui au mariage. Donc je téléphone, je sors juste de la séance, je l'appelle, toute pleine de joie du coup, j'avais viré bouton off sur on. Et lui, il sortait au même moment d'une séance de voyance de son côté, avec quasiment les mêmes choses d'énoncées. Ouf, hein. Donc voilà, en fait, des synchronicités comme ça, il y en a eu à l'appel, à l'appel, à l'appel. Donc à un moment donné, tu dis, j'écoute les signes ou je continue à les nier, quoi. Mais l'important, c'est ce que je vais beaucoup évoquer, c'est ce côté où c'est pas cerveau qui décide. C'est au-delà de nous en fait ça. C'est l'univers, c'est la vie, c'est le cœur, c'est l'âme, j'en sais rien, mais à un moment donné, faut tu peux plus résister. Dans mon dos, ça me poussait comme ça. Voilà, donc ce jour-là, j'ai dit oui au mariage parce qu'en fait, il fallait se marier pour qu'on puisse donner une chance à cette histoire. Parce que bon, moi, faire des allers-retours tous les 2 mois, je suis pas Rothschild et j'ai pas l'argent pour le faire. Ça m'a coûté un bras. Et du coup, là, ça fait tomber encore tous les paramètres habituels. Normalement, on attend X temps avant de se marier. Nous, faut se marier pour commencer. Donc, les voyants peur au rouge. Et ça a duré pas mal de temps. Et au mois de mai, on a commencé les papiers du mariage. Je vais faire un petit aparté là, déjà, pour commencer à parler de la relation à distance, en fait. Parce qu'en fait, dans la relation à distance, le seul moyen de communication qu'on a, c'est ce petit appareil électronique qu'on appelle téléphone, qui du coup, il prend vraiment une autre valeur et il devient, c'est pas une greffe, mais c'est le seul pont en fait. C'est la seule chose qui me relie à l'autre, quoi. Et donc on passe beaucoup de temps au téléphone. La relation à distance, du coup, va se faire beaucoup par la parole. J'ai donc pu m'apercevoir à quel point la communication non verbale est essentielle. Et le tactile, se toucher en fait. Parce qu'au téléphone, je vais donner un exemple qui m'a mis sur le cul un jour. On se prenait la tête, donc moi je lâchais pas mon morceau de gras, lui non plus. Et puis à un moment donné où donc moi j'étais offensée, offusquée, en colère, blessée, tout ce qu'on veut, j'étais au bout de moi en train de faire mon sketch. Et là j'allume la cam. Parce que souvent, malheureusement, on ne pouvait pas toujours parler en cam pour des raisons de qualité de réseau. Donc en fait la technologie, on subit la technologie. Si le téléphone marche, on parle, le téléphone ne marche pas, on parle pas. Et c'est arrivé plus d'une fois. Lui, il n'y a pas de forfait comme nous par mois au téléphone, donc il achète des tickets de recharge.
Quand les 5 dinars sont passés, la communication, elle coupe direct. En pleine communication, c'est coupé, c'est fini. Donc ça fait partie, toute cette notion de frustration de la communication, en fait, c'est très très difficile à gérer. Ça fait jaillir plein d'attentes, quoi. J'ai besoin d'être compris, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout de la discussion, j'ai besoin d'être rassuré. Eh ben non, ça coupe. Eh ben non, tu peux pas. Eh ben non, il est pas dispo parce que voilà, il travaille, etc. Donc ça demande un temps de patience, de tolérance, d'acceptation, qui sont des grandes épreuves quotidiennes de lâcher prise. Ouais. Et donc ce jour-là où on se prend la tête, je finis par dire mets la cam. Je mets la cam. Il voulait pas initialement, puis il la met. Et là j'ai vu sa tête. Et là j'ai fermé ma gueule. Parce qu'en fait, j'avais en face de moi quelqu'un, mais qui était comme s'il avait passé 5 jours sans dormir en fait. Déconfit. Pas une once d'énergie. En fait, il était déjà en train de faire le maxi pendant qu'on se prend la tête. Mais en vrai, je pense qu'il avait lâché les chiens, il aurait dit des choses bien pires, vu l'état. Et ça a vraiment été ce jour-là, je me suis vraiment dit, purée, mais l'image, ça change tout. D'être en face de la personne, ça change tout. Parce que tu le vois, ça. Tu vois quand l'autre, il en peut plus. Au téléphone, bah, t'as que la voix. T'as que la voix et l'image que tu te fais de la personne qui parle, avec ce que t'entends. Et ce jour-là, je me suis sentie vraiment très conne, en fait. Que moi, j'étais en train de lui demander des watts, demander un truc qu'il était absolument pas capable de me donner, en fait. Et si j'avais été en face, je l'aurais vu. La grande difficulté, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qu'on vit complètement seul. Personne ne peut vraiment nous accompagner parce qu'ils connaissent pas l'autre. C'est un fantôme, en fait, l'autre. Donc quand on en parle, ils écoutent d'une oreille, ouais. Peut-être même au début, ça va peut-être bien lui passer, on va attendre un peu. J'ai senti ça, hein. Et c'est impossible de partager cette intensité, c'est impossible de partager les questionnements, surtout que là, on est avec un pays du Maghreb, avec tous les clichés qu'il y a, les visas, les faux mariages, etc., les abus, les violences même aussi, il y a beaucoup de choses. Du coup, quand je dis je suis en relation avec un Tunisien et peut-être qu'on va se marier, par politesse, les gens se retiennent un petit peu, certains, d'autres moins. Mais c'est pas palpable pour eux en fait. Et ça se comprend. Mais ça peut faire peur. Une personne de ma famille qui m'a dit t'es sûr parce que ça peut être un terroriste et tout. Il y a ça qui est difficile à vivre, donc ça se rajoute à tout le reste. Parce qu'en même temps, j'ai besoin de soutien à ce moment-là. En fait, j'ai besoin qu'on me dise allez. Je comprends que t'es au bout de ta vie, que c'est difficile et tout, mais vas-y, raconte-moi, t'en es où, ça va marcher, viens, on va surveiller ensemble. Enfin, en gros, je suis avec toi, je te suis. Et ça m'intéresse ton histoire. Mais en fait, c'est très rare de trouver ça. Pour répondre aux peurs des autres, ça pousse à travailler ses propres peurs, en fait. Parce qu'effectivement, moi, j'ai les mêmes initialement. On sait jamais si c'est pas vrai, on sait jamais si c'est pour les papiers, on sait jamais si c'est un super bon acteur, on sait jamais si. Et du coup, il faut arriver à avoir un message rassurant pour les autres, alors qu'en soi, c'est quand même clopin-clopin. Pas toujours évident. Et puis voilà, comme tu l'as dit, finalement de se dire, d'aller chercher en soi les propres réponses, de dire oui, et si ça marche pas, il est où le problème? On divorce, oui, ok, un divorce. Et les papiers, il fera ce qu'il voudra, soit il reste en France, soit il rentre en Tunisie, c'est pas mon problème en fait. Et je risque quoi en fait? C'est quelque chose que j'ai dit assez tôt aux gens, je dis en fait c'est quoi mon gros risque? Alors, surtout quand on parle de mariage. Hein. Du coup, ça fait partie de la thérapie, de faire grandir soi-même la confiance en soi. J'avance sur mon chemin, personne me suit, c'est mon chemin. Ma boussole, c'est moi. Ma boussole, c'est mon cœur. Si je dois me casser la gueule, je me casserai la gueule. Je sais bien qu'il y a quelqu'un qui me ramassera de toute façon à ce moment-là. Mais sur le trajet, je suis seule. Alors ça, c'est clair. Et du coup, il y a des moments c'est génial, des moments ça l'est pas. Et puis surtout, c'est impartageable. Mes enfants, c'est ceux qui ont le plus entendu de choses, mais sinon, c'est très difficile à partager. Avec ma mère, il a fallu beaucoup de temps avant que je puisse vraiment. Je l'ai un peu secoué, on s'est pris la tête. Je disais, oh, ça t'intéresse mon histoire? Mais je sens bien que les gens étaient pas méchants. Mais ils voyaient pas quoi mettre derrière, quoi. Ils savaient pas qui c'est loin, c'est pas ce que ça va devenir cette histoire. J'ai vu que les choses ont changé du jour où j'ai dit on va se marier. Et encore pire, du jour où j'étais mariée.
que là, en fait, il n'y a plus personne qui peut dire, qui peut avoir des doutes, ou etc., qui peut projeter des choses. Du coup, c'est vrai que ça a été assez drôle. Il y a un changement de bord. C'est bon, bah maintenant, alors, comment il va et ça en est où Alors maintenant, il existe. Mais vraiment, hein. Mais avant, t'es tout seul. T'es tout seul dans une aventure qui est atypique. Alors, bah, quand tu rencontres des gens qui vivent les mêmes choses, du coup, ça fait du bien. C'est vrai qu'on peut en parler, on se comprend tout de suite, en fait. Sur toutes les petites difficultés, qu'elles soient communication, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient techniques, matérielles, dans notre cœur, les hauts, les bas. J'y crois plus, ça m'énerve. Comment on fait pour communiquer? Moi, il parle bien français, mais j'ai une amie, il parle très 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 peu français. Il savait même pas manger avec une fourchette. Euh, et t'as le cœur qui parle quand même. Tu fais quoi? En fait, ben voilà, c'est une grande école sur soi qui pousse à prendre confiance en soi, qui pousse à s'écouter, qui pousse à se positionner, qui pousse à aimer en fait, parce qu'en fait c'est l'amour le moteur de tout ça. Sans l'amour, il n'y aurait pas tout ça. Et moi, je l'ai dit plusieurs fois à Dali, hein, j'ai même dit, tu m'apprends à aimer, en fait. Tu m'apprends à aimer et à m'aimer. Parce que l'amour que t'as pour moi, j'en suis vraiment pas là pour moi, quoi, hein. Ça, au début, c'était balèze, hein. Je dis, oula, des éclaboussures d'amour, là. Je dis, mais tu parles de moi ou, enfin, moi, je m'aime pas comme ça. Donc, ça secoue très, très fort, en fait. Et tout le chemin intérieur, ben, c'est comme quand on fait une thérapie, c'est pas un truc qu'on peut partager à tout le monde, c'est notre chemin à nous, c'est notre processus, c'est les étapes, c'est les petits hauts, c'est les petits bas, c'est les victoires, c'est les chutes, et c'est les découvertes de tous nos mécanismes. Moi, j'ai pu voir mes mécanismes de destruction du couple, mes mécanismes de critique de l'homme, si je pouvais le dévaloriser, le mépriser, l'éjecter, je sais pas quoi, n'importe quoi, moi, l'utiliser, le contrôler, j'ai vu tout ça. J'ai vu tout ça. Donc c'est pas très confortable à voir. Parce qu'en même temps, on aspire qu'à une chose, c'est l'amour. Donc d'être en face de ses propres blocages à l'amour, bah, c'est la thérapie. Donc merci, merci l'amour, merci l'histoire, merci l'aventure, bah, parce que c'est notre aventure, quoi. Et une fois que c'est acquis, quand c'est traversé, quand tu as traversé ces épreuves-là, comme dans toutes les épreuves de la vie, c'est intégré, quoi. C'est inébranlable. Il n'y a plus personne qui peut venir te dire quoi que ce soit, mettre en doute cette parole-là. Elle est vécue, elle est expérimentée, elle l'a intégrée. Et le résultat, comme tout ça, c'est le fruit de l'amour et que moi, ça m'a poussé dans mes propres dépassements, dans mes propres retranchements, à aller au-delà de mes peurs. Et encore maintenant, hein, quand on se prend la tête, je vois bien à quel point les blessures de la petite Magali ressortent à fond. Alors heureusement, on a des grandes discussions là-dessus quand on est en moment calme, il comprend tout ça. Il a des visions, lui en plus aussi, il est très connecté. Je dis, ça continue encore d'exacerber le fond de nous-mêmes. En fait, c'est un nettoyage des fausses, quoi. Et ça, c'était très nouveau pour moi dans cette relation-là. Je pense que c'est quand même une relation très particulière. C'est la première relation où je me permets d'être à 100% moi. Y compris dans les pires phases de moi. Dans mes hystéries, dans va voir un psychiatre. De voir ça, parce qu'en fait, je me suis aperçue, et encore dernièrement, même à chaque fois qu'on se prend la tête, je m'observe. En fait, il y a toujours une caméra qui est dirigée sur moi. Et je vois que je le teste en permanence. Comme un enfant teste son parent. Pour être sûr que ça tient. C'est sûr, c'est fiable. Et donc là, je me vois aller vraiment dans toute l'authenticité de moi avec lui. Alors là, je parle des aspects les plus sombres, mais bon, dans le positif, je le suis aussi quand même. Mais ça, c'est super riche de moi à moi-même, et je me sens aussi du coup beaucoup plus en respect par rapport à lui, parce que je suis beaucoup plus vraie que j'ai jamais été avant. Je le dis depuis le début, et il me le dit, et quand on en reparle, il me dit j'aime que tu sois comme ça. On décide de se marier au mois de mai, on commence les papiers. Et là, il y a une grande procédure qui se passe en 4 étapes. La première étape, ça s'appelle le CCAM, c'est l'autorisation à se marier, la capacité de mariage. C'est le consulat de France en Tunisie qui la donne. Ça implique une audience. Moi, je l'ai fait auprès de la mairie et lui, il l'a fait auprès de l'ambassade de France en Tunisie. Et au suite de cette audience, il nous donne l'autorisation ou non à se marier.
En fait, ça c'est pour les mariages blancs, ils vérifient que c'est des mariages vrais. Ils posent des questions, j'avais toute la liste. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des amis? Comment vous allez, avec quel argent vous payez vos voyages? Est-ce que vous êtes encore en contact avec vos amis? Est-ce que vos amis connaissent votre conjoint? Est-ce qu'ils sont au courant de ce qui se passe? Est-ce que vous connaissez les prénoms, noms de famille, profession, etc. de ses frères et sœurs, de ses parents? Voilà. Et puis ils veulent s'assurer qu'on n'est pas devenu isolé, manipulé. Je ne les ai pas trouvées incroyables les questions, mais ça fait bizarre de se dire, on m'interroge pour me donner une autorisation à me marier, quoi. Donc là, on commence encore un autre chemin sur les notions d'acceptation et de lâcher prise. Parce qu'en plus, de autant, moi j'ai eu mon rendez-vous en 15 jours à la mairie, ici, à partir du jour où ils m'ont appelé. Même pas 15 jours, j'ai eu le rendez-vous. Lui, on a commencé les rendez-vous qui ne se prennent uniquement que sur site internet de l'ambassade. Et le site n'était jamais ouvert. Il est ouvert, alors l'ambassade nous dit on donne 4 rendez-vous par jour et dès que les rendez-vous sont donnés, le site ferme. Donc c'est la course. Comment je vais faire pour arriver à me connecter au moment où le site est ouvert? Ça a duré plus d'un mois, à se connecter à 2 heures du matin, à minuit, à 11 heures, à 10 heures, n'importe quelle heure. Il est ouvert le site, il est fermé. Ça rend fou. C'est le début de ma tendinite. Et un jour, quelqu'un qui s'occupe de notre dossier a réussi à avoir une date de rendez-vous pour mi-septembre. Donc on a attendu 3 mois pour avoir son rendez-vous à lui. D'autant que juillet-août, en fait, tout est au ralenti, hein, les administrations. Donc, le 13 septembre, il a son audience, je l'ai rejoint, on l'a fait ensemble, enfin, je l'accompagne, ça se passe bien. Sauf que la nana qui bosse à l'ambassade, qui est donc une Française, et elle me demande à me parler en privé après l'audience d'Ali. C'est au sujet des enfants, parce que bon, on avait décidé qu'on voulait pas d'enfants, que moi j'en veux plus. Et lui, on lui avait dit, c'est important que vous disiez que vous voulez des enfants. Donc ça veut dire que vous êtes un couple qui s'aime, comme ça. Du coup, elle lui pose la question, vous voulez des enfants? Il dit oui, oui. Sauf que moi, sur ma feuille, c'était écrit non, non, sur mon audience à moi. Donc elle m'appelle pour ça. Elle me dit, oui, vous savez, lui il veut des enfants, hein, vous avez dit non, vous. Je dis oui, je sais, non, mais... Bon. Il a dit oui parce qu'il pensait que c'était mieux, mais non, on est bien d'accord sur ce sujet-là, on en a longuement parlé. Vous savez, madame, dans leur culture, c'est très important d'avoir les enfants, et puis mettre des pressions là-dessus, et tout. Enfin, la nana, de toute façon, il n'y a aucun dossier qui marche, et je crois pas en l'amour. Elle dit ça à l'ambassade. Je dis d'accord, d'accord. Bon, ça va, parce que vous savez, moi j'ai l'habitude des dossiers, c'est beaucoup de femmes, avec des enfants, un écart d'âge, et puis en fait, derrière, il se passe plein de problèmes, il y a des violences et tout. Bon, vous, il a l'air d'être gentil, hein, mais on sait pas, hein. Vous savez, avec l'argent, faut faire attention. Voilà ce que j'entends à l'ambassade. Quelque part, ils sont là pour protéger les ressortissants français. Et chaque jour, ils voient des drames. Voilà, et puis le racisme, hein, quand on est rentré en bas dans le sas d'entrée, donc il y a la porte machin, qui surveille là comme à l'aéroport, là, les portes magnétiques là. Et tu passes ton petit sac dans le tapis roulant pour vérifier que t'as pas d'armes ou je sais pas quoi. Donc moi je passe, ça sonne, elle me fait mettre sur le côté, la nana c'était une nana. Lui il passe, ça sonne, et elle lui a parlé comme un chien. Repasse! Comme ça. Avec un visage sec et tout. Je dis, moi, ça sonne. Non, 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 ça va, ça va. Toi, repasse, toi. Comme ça. Un dédain, un mépris. C'est violent. C'est là qu'on voit aussi, il y a tout ça hein, dans mon histoire, mais ils ont une vie. Ils vivent le rejet d'une manière extrêmement violente. Ne serait-ce qu'entre le peuple de Tunisie Nord et Sud. Hein, ils sont racistes, ils se critiquent. Et alors là, l'ambassade, c'est clair, quoi. Et la police, c'est pareil avec eux, quoi. Elle leur parle, mais comme de la merde. Quand il a fait tout un doute de papier pour aller chercher ses papiers de casier judiciaire, etc. Le flic lui dit, mais pourquoi tu rigoles? Arrête de rigoler. Dégage de cette pièce, va dehors. Parle comme ça. Donc ils vivent toute cette oppression permanente depuis qu'ils sont petits, en fait, chez eux. Ouais, c'est très... Ça fait mal au cœur, hein, quand on découvre tout ça, il y a beaucoup de choses qui tombent dans la tête et le cœur s'ouvre vraiment autrement. C'est vraiment un apprentissage de la vie, un respect de l'humain, de la compassion qui s'ouvre. On se rend pas compte à quel point nous ici on est vraiment des petits rois, quoi. Vraiment. C'est violent. Je l'ai vécu personnellement quand j'ai essayé d'appeler la police pour avoir des nouvelles sur le casier judiciaire, le papier qu'on a mis 7 mois à voir. Ils m'ont raccroché au nez. La police m'a raccroché au nez. Parce que je les fais chier avec leurs questions sur ce sujet-là. C'est un sujet sensible, elles demandent des casiers judiciaires. Parce qu'en fait, ils mettent des freins. Ils font chier les Tunisiens pour pas qu'ils sortent de leur pays.
Et ça, c'est pas l'ambassade de France, c'est la Tunisie. Donc il y a vraiment une oppression à vivre, à la liberté d'être et à la vie, enfin moi qui m'affecte beaucoup. Quand on entend à la télé qu'il y a des bateaux qui ont coulé, qu'il y a des gens qui sont trouvés sur la plage, ça nous touche un peu. Quand t'as en face de toi quelqu'un qui te raconte que c'est son meilleur ami qui vient de l'appeler, de t'appeler, de dire que il y avait son pote dans le mec qui est mort sur la plage, ça fait mal. Il y a de l'émotion encore. Parce que c'est juste pour vivre. C'est ça ce pays. Qu'on croit occidentalisé, qu'on croit bien, mais les dessous, c'est très violent. Alors oui, il y en a plein qui disent, pour 3 000 ou 5 000 euros qui sont payés pour ce bateau, qui vont mourir en fait, ils auraient pu monter une entreprise. Je l'ai entendu, c'est un Tunisien qui me l'a dit dans l'avion. Mais comment se mettre à leur place? Ils ont pas d'avenir depuis qu'ils sont petits. Il y a tout qui est fermé. Ils n'ont pas le droit à un visa touriste pour l'Europe. Ils n'ont pas de liberté de mouvement, de déplacement. Dali, il vit avec ça. Dans son besoin de liberté aussi, du coup sa rébellion et sa manière de voir la vie, plutôt branchée à l'occidental en plus. Du coup, lui, il se sent pas chez lui du tout, quoi. Mais t'es obligé de fermer ta gueule à chaque fois. T'apprends à fermer ta gueule. Et quand même croire en la vie. Parce qu'heureusement, ils sont croyants, je pense que c'est ce qui les sauve. Mais voilà, c'est ça aussi, ce pays, et c'est ça ce que la relation m'apprend aussi. M'apprend la tolérance, m'apprend la compassion, l'indignation encore, de me dire j'aimerais tellement que ce soit autrement. Et il y a encore pire que ce pays. C'est une grande cruauté. Enfin, moi, je le vis comme ça. Hein. Tellement, et pour plein de volets, c'est de l'humiliation. Hein. C'est une perte de liberté et c'est humiliant. C'est Dali, depuis, c'est bon. Le début, il se compare à un animal en cage. C'est pourquoi je vais pouvoir t'évoquer ça, mais il se sent être un singe dans un zoo. Donc c'est difficile de construire sa vie, d'imaginer un avenir dans cette situation-là. Ce qui a fait du coup aussi partie du moment de mes peurs sur notre relation. Je dis, alors je sens bien que je suis aussi une issue de secours pour toi. Mais ça, il a su très bien y répondre en fait. Surtout ça, moi, il a toujours eu des réponses vraiment très, très justes à ça. Sans que je les devance en fait. Je dis réponse, c'était pas des réponses, c'est lui qui a devancé, et qui a dit les choses. Il m'a toujours dit, même pour le mariage, hein, il m'a dit tu prends tout le temps que tu veux, moi je te mets pas de pression. Il mettait de la pression, mais c'était la pression de son cœur en fait. Mais après, et même plusieurs fois, il me dit c'est pas grave, de toute façon même si tu décides faut t'arrêter la relation, je reste dans mon pays, je suis bien. Hein. Ouais, c'est fort. C'est tout ça, c'est un grand chemin, c'est un très très grand chemin. Là, moi, c'est avec la Tunisie, mais je pense que d'autres personnes dans d'autres pays, c'est pareil, il y aura d'autres témoignages avec d'autres mœurs, d'autres cultures, d'autres blocages, d'autres difficultés. Parce qu'en fait, vraiment, vraiment, on est des petits rois, quoi. Notre passeport, c'est un passeport en or, c'est un passeport diamant, quoi. Et on continue à avoir des comportements de petits enfants gâtés, tous. Moi, la première. Hein. Voilà. Du coup, merci. La vie, merci l'expérience parce qu'elle me permet plus d'amour dans mon cœur. Elle me permet plus d'humilité. Il y a, bon là en plus sur Dali, on a de culture bédouine, donc les bédouins c'est ceux qui habituellement habitaient dans le désert, hein, sauf l'été, ils revenaient un peu en maison parce qu'il fait trop chaud. Et donc sa famille a vécu dans le désert longuement. Et c'est des choses qui justement me touchent profondément, moi, cette vie à ce rythme-là, avec les connaissances, avec leur culture, leur religion, leur chant, leur tradition, leur médecine, leur code, hein, il y a les femmes, les tatouages, etc. C'est leur magie. Et c'est en train de se perdre en fait, parce que les jeunes d'aujourd'hui, surtout les filles, disaient Dali, que les hommes, ils aiment bien encore aller faire un feu et faire un repas dans les dunes. Entre eux. Mais les filles, non, ça pue, c'est sale, c'est pas drôle, le désert. Et du coup, il y a toute cette culture qui est en train de se perdre, qui est une sublime culture, en fait. L'ambassade, celle qui a fait son audience à l'ambassade, elle dit, vous habitez où? Elle dit, j'habite à 12, porte du désert, quoi. Elle dit, ah, vous habitez dans les tentes, là? Du coup, c'est des belles valeurs, et j'aimerais tellement que ça puisse être préservé, mais bon. L'occidentalisation arrive. À Tunis, ça y est, ils sont comme nous. Hein. Donc l'audience est faite. Madame l'ambassadrice, avec ses phrases bizarres qui m'énervent, on la laisse. C'est chiant en fait, parce qu'elle réactive un côté de peur ou de doute qui est encore là. Et puis je suis pas conne. Et non, je suis pas comme toutes les autres là. D'accord? Mon cerveau, il marche. Et je sais dire merde. Et s'il est pas dans ma vie, ça va. Je vis quand même. Hein, c'est bon. J'ai pas
Je suis pas en mode je cherche un amour béquille pour pas finir mes jours seuls, quoi. Parce que je pense que malheureusement, il y a beaucoup de femmes dans ce cas-là, d'après ce qu'elle m'a dit, hein, beaucoup de femmes seules en fait, qui vont trouver des Tunisiens, entre autres, euh, pour pouvoir vivre en couple. Mais je pense que visiblement, c'est un peu une solution, pas de secours, mais il y a beaucoup de ce profil-là. Ou alors ce genre de filles, peut-être qu'elles n'arrivent pas à trouver de Français qui veulent d'elles ou d'elles avec des gosses, quoi. Et du coup, il peut y avoir des personnes, peut-être pas toujours vraiment amoureux, hein, qui disent OK à la situation pour pouvoir imaginer une sortie de leur pays. Là où ça m'agaçait peut-être un peu, c'est que j'avais l'impression d'être emmaillotée dans le paquet des écervelés, quoi. Ça s'est bien passé, on part un peu stressé avec cette histoire d'enfant, parce que je dis ouais, te rends compte si à cause de ça, nous donne pas le feu vert, parce que t'as dit des enfants, moi j'ai dit pas des enfants. Bon, normalement c'est pas. En fait, dans l'absolu, ils ont pas le droit de dire non. On n'a pas le droit d'interdire à des gens de se marier. Sauf si, pendant l'interview, ils détectent quelqu'un c'est un terroriste, il y a eu des antécédents de prison, de je sais pas quoi, parce que c'est quelqu'un qui va du coup venir sur le territoire français. Et du coup, ils filtrent quand même de savoir qui va venir sur le territoire français. Donc, sauf s'il y a des cas graves, ils peuvent pas interdire. Ça se trouve même, parce qu'elle me l'a dit, hein, il y a des mecs qui sont très agressifs pendant les audiences avec leurs futures femmes. Ils ont le hoquet du mariage. En fait, c'est ça qui est un peu particulier dans notre chemin, c'est que notre chemin, qui est le chemin de tout le monde en fait, de couples qui se rencontrent, et qui vont leur vie, qui se posent des questions, qui ont des bacs, c'est mis au grand jour, c'est filtré, c'est observé, c'est jugé dans notre chemin. Et ça, c'est pareil sur la liberté de vivre, la liberté d'être, la liberté d'aimer. C'est putain, j'ai besoin de quelqu'un pour me donner le feu vert pour me marier avec un tel et qui va décider si cette personne elle est bien ou pas. Enfin, il se passe tout ça comme sentiment. Dis attends, je vais me faire auditionner pour pouvoir avoir une autorisation de me marier quoi. C'est bizarre. Chance pour nous, là, en 10 jours, on a la réponse. Visiblement, c'est du jamais vu. 10 jours, j'ai la feuille dans ma boîte aux lettres, acceptation de se marier. Donc nous sommes le 23 septembre et nous programmons le mariage pour le 7 octobre. Juste avant, une session de travail dans le désert avec un groupe. Juste avant, ça veut dire 4 jours avant. Donc là, c'est un peu branle-bas de combat. Lui, il avait déjà acheté ma robe parce que c'est lui qui avait décidé du modèle. Mais ça faisait déjà plusieurs mois. Et alors là aussi, c'est pas évident parce que normalement, les mariages traditionnels chez eux, c'est pas le jour de la signature du mariage. C'est le jour où le mari il vient chercher sa femme et il l'emmène dans le domicile commun. Et ce jour-là, c'est les grandes fiestas de 3 jours. Donc pour nous, ça ne correspond pas. Et moi, j'avais quand même l'idée d'un mariage. Alors même si j'imaginais pas les grandes pompes, putain, comment j'avais imaginé ça? Parce qu'on s'est pris la tête avec ça. Bref, lui, il me dit bon bah écoute, je te propose, on va faire on va se marier à Djerba, donc sur l'île, ça veut dire pas à 12 dans sa famille. Et on va demander à des amis d'être les témoins, et après on fera juste un petit repas de fête et voilà. Moi, je dis bon ok, donc ça veut dire jean basket et voilà on signe. Puis là, il y a quand même meilleur à tes parents, meilleur à je sais pas, mais pourquoi on se marie pas à 12? Il y a ta famille, on fait quand même quelque chose avec eux. Et là, voilà, des difficultés aussi de culture. C'est que après que je sais que la signature, c'est pas la grande fête. Donc moi, je suis en train de faire un caca nerveux finalement pour dire oui, mais quand même, je voudrais ma famille, je voudrais ta famille, je voudrais quand même. C'est un jour important, c'est pas n'importe quel jour. Ok, c'est bon. Elle enlève sa proposition, on fait comme tu veux. Si tu veux, t'appelles ta famille, et ma famille, elle va venir. Pour au final faire comme il a dit, parce que à quelques jours près, ma famille, elle a pas le temps de venir, quoi. Il y a plein de choses comme ça dans les malentendus et dans ce que veut l'un, veut pas l'autre, mais on est sur des sujets sensibles qui... Moi, j'avais pas prévu d'aller me marier toute seule à Djerba, hein. J'avais pas imaginé mon mariage comme ça, hein. Donc c'est des choses encore, ça sort encore du cadre, ça sort encore du mental, ça lâche. Contrôle, Nakash, zéro. C'est fini dans ta vie le contrôle. Tu l'oublies. Donc quand même on arrive. Donc il me prévoit la robe. Et moi d'un coup, je sais pas, je me rappelle hier soir, je dis mais attends, ça veut dire que quand même il imagine qu'on met les costumes, c'est pas jean basket alors s'il veut mettre la robe. Mais il me faut des chaussures, mais j'ai pas de chaussures dans 10 jours le mariage. Et puis ça veut dire faut aller chez le coiffeur et tout, machin, bouclette, joli maquillage, truc comme les mariages normaux.
Oui? Je dis, ah, quoi, oui? Je vais mettre quoi comme chaussure? Je sais pas, je vais acheter quoi? Je sais même pas comment elle est la robe. Et il me dit, bah, donne-moi ta pointure, moi je m'occupe des chaussures. Ok. Ah non, mais alors pour ça, j'ai tout lâché. La robe, les godasses, j'ai dit, bah, vas-y. La coiffure. Il me dit, mais moi je sais pour la coiffure, je sais, je dirai à la coiffeuse. Ah, tu sais. Ok. Et j'ai vraiment ce jour-là senti, en fait, que je mettais dans les mains de mon homme, de mon futur mari, en fait, bah, cette responsabilité de prendre soin de moi, en fait. Je dis, ok, bah, fais pour moi. Jusqu'à dans mes vêtements. C'était fort pour moi ce jour-là. Et quelque part, ça m'arrangeait. Me sentir prise en charge. Je vais pas me prendre la tête à faire des chaussures des 10 magasins parce que je vais pas arriver à les choisir, je me connais. Et quelque part, ça me soulageait qu'il me dise je fais tout, en fait. Mais c'est vrai que c'est pas non plus habituel. Trouve une femme qui dit je choisis pas ma robe, je choisis pas mes chaussures, je choisis pas ma coiffure. En France, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. Il a tout préparé et le mariage devait se faire du coup par notaire, parce que là-bas les notaires peuvent faire les mariages, dans un appartement dans lequel on dormait en fait, qu'on louait, de se faire le lundi à 11 heures. Moi je suis arrivée le vendredi, juste avant. Nous avions, pour raconter l'histoire drôle, nous devions pour nous marier avoir un certificat médical obligatoire. On a oublié de s'en occuper tout le samedi, l'un comme l'autre. On arrive samedi soir, donc certificat médical, on l'a pas fait. Et demain, c'est dimanche. Demain, il n'y a pas de docteur. Donc, on se stresse et puis on arrive à avoir un rendez-vous pour le lundi matin, 9 heures, 2 heures avant le mariage. Donc, si on n'a pas ce papier, pas de mariage. Et avant, bah, ça a été tout de l'imprévu, de l'inconnu. On n'avait pas acheté, enfin, on devait faire un repas famille couscous. Je ne savais pas qui cuisinait, mais lui non plus encore. On était le samedi. Il me dit normalement c'est un tel. C'est quoi normalement? Normalement, c'est c'est demain, hein, le truc, le mariage. Qui cuisine? Qui fait le couscous? Mais j'attends que mon ami me rappelle. J'ai oh purée, ce pays. Et si ton ami dit non, eh ben c'est la famille qui va faire le couscous. Bon, finalement, le cuisinier préposé a confirmé. Il s'occupe des courses. Tout ça, c'est la veille et l'avant-veille, hein. Et donc, on m'emmène chez le coiffeur qu'on n'avait pas pris rendez-vous avant parce qu'on a des gruyères plein de trous dans nos cerveaux. Et qu'on m'emmène après le médecin qui a duré plus d'1 heure où on a cru qu'on n'allait jamais avoir le certificat médical lundi matin. Après le certificat médical en poche, on me dépose chez la coiffeuse. Alors à savoir qu'ils sont très très maquillés, le teint très blanc et très très maquillé. Et moi j'avais peur de ça, et Dali aussi. Et du coup Dali lui dit attention, hein, c'est une européenne, c'est pas une arabe, tu fais pas n'importe quoi avec elle, tu fais léger. Et donc elle commence à me faire des boucles et tout. Il y avait une grande mèche de faux cheveux qui pendait entre deux miroirs dans un salon de coiffure qui sentait fortement le tabac. Elle s'en excuse d'ailleurs, et pardon, ça sent. Et je vois cette patte postiche, ouais c'est ça, de cheveux blonds, puis je c'est un peu crade ce truc. Jusqu'à ce qu'elle le prenne, pour le mettre sur ma tête. Mais Gali, ferme ta gueule. Je ferme encore ma gueule. Je suis toute seule de toute façon dans le salon de coiffure, je peux me plaindre à personne, même pas du regard. Bref, c'est joli ce qu'elle fait, ça va. Et elle me met sur ensuite la séance maquillage, donc allongée. On aurait dit, c'était un peu d'un autre temps, le cabinet d'esthétique avec une petite panière, avec comme à la maison, tous les trucs mélangés. Et je ferme les yeux, et une couche, et 2 couches, et 3 couches de fond de teint, et je sens qu'elle fait des trucs sur mes sourcils, j'ai peur, mais je dis, c'est son métier, c'est une professionnelle, ma gueule. J'ouvre mes yeux, je sens, c'est épais sur mes paupières. Jusqu'au gloss. Et là, elle dit, c'est bon, regardez-vous. Elle s'est dit, alors là, si ça me plaît, tant mieux, si ça me plaît pas, il faut dire que c'est bien. Et là, je regarde, je force le sourire, là, pour vous voyez. Non, en fait, j'ai un choc, là. J'ai un très, très, très gros choc. Je me reconnais pas. Je reconnais pas mes traits de visage, je reconnais pas mes mimiques, je reconnais rien. Les sourcils sont foncés, je mets jamais de fond de teint. Donc là, j'ai un teint uniforme, lisse, avec de l'highlighter qui fait des reflets verts, comme les crocodiles, sur mes joues et sur mon nez, et du bouche rouge. Et c'est dur. Et j'attends que Anne-Sophie vienne me chercher. Elle vient me chercher. Je rentre dans la voiture et là, Anne-Sophie elle me dit ça va? Non, ça va pas du tout. Je pète un câble dans la voiture. Je pète un câble. Mais crise de nerfs.
Regarde la tête que j'ai! On dirait Michael Jackson! Je suis moche! C'est pas moi! Je me reconnais pas! C'est mon mariage! 3 kilomètres comme ça, elle a vécu. 3 fois, j'ai descendu le miroir du siège passager en me disant tu vas t'habituer de kilomètre en kilomètre. Mais non! À chaque fois que je redescends le miroir, je crie. En même temps, t'as voulu du traditionnel, Magali, t'es dans le traditionnel. Hein, On arrive sur place, Dali il me rejoint, il est au bout du rouleau, il gère plein de trucs, parce que c'est même pas 1 heure avant le mariage, il est encore en short, il n'est pas changé, la famille vient d'arriver, il organise des trucs avec le monsieur couscous et tout, enfin, le bordel quand même. Et moi j'arrive et il me dit mon cœur, ça va ma chérie? Non. Il dit quoi non? Regarde, je suis moche. Mais non mon cœur, t'es très charmante. Mais arrête de te foutre de ma gueule. Je suis pas belle. Je tremble partout, je m'assois contre le mur. Enfin, franchement, je tiens plus debout en fait. Parce que c'est vraiment un choc de pas reconnaître son visage. On peut pas le refaire, ça y est, c'est l'heure quoi. Je peux pas aller me redémaquiller, me remaquiller, j'ai pas le temps. Et Anne-Sophie qui me dit tu touches à rien, ça va être pire, tu touches à rien. Voilà. Et du coup, le pauvre c'est un peu une secouée parce qu'il s'attendait à me voir en moins contente puis que je le soutienne dans tout ce qu'il est en train de faire. Et moi j'arrive au bout de ma life avec ma tête moche, que lui voit pas ce qui est moche d'ailleurs. Il prévient sa famille. Vous dites à Magali qu'elle est très charmante, hein, d'accord? Il y a un mec en haut de l'escalier, un ami à nous. J'étais en bas, il me regarde, il rigole. Il rigole parce qu'il est poli, il est content de me voir. Quoi. Regarde, il se moque de moi. Ali sait plus quoi faire pour moi. Bon, mais je me calme un peu après avoir passé 10 minutes à la salle de bain, reprendre un peu le maquillage. Il y avait un eyeliner qui allait en haut, un eyeliner qui avait à gauche. J'ai enlevé un petit peu du noir sur mes sourcils, du vert sur mes joues. Ça finit par aller un peu mieux. Et puis j'enfile ma robe que j'avais essayé juste 30 minutes la veille à minuit. Elle avait toujours pas essayé ma robe, ni mes chaussures. Je l'enfile, la famille m'aide, il y a toutes ses sœurs qui sont là, les cousines dans la chambre, elles aident à l'habillement, elles me mettent ma ceinture et tout. Moi, il faut quand même que je fasse l'intéressante, la belle ceinture dorée, avec des perles. Donc on m'habille tout, je suis coiffée, je m'apaise, je me calme. Je suis super contente, le mariage va avoir lieu et je suis super contente de cette journée qui est dans mon cœur et dans ma tête et dans mes yeux pleines de lumière. Et là, Dali rentre dans la chambre. Il dit ça va mon cœur? Oui, ça va et toi mon chéri? T'es tout beau, dis donc et tout. Bon, il y a un petit problème. Quoi? Que déjà on en a passé beaucoup le week-end. Hein le notaire il peut pas venir. Hein? C'est maintenant. Oui, mais il est appelé à une autre urgence et là, il n'y a pas de notaire. Elle a dit, mais ça s'arrête quand? Dis, mais t'inquiète, Abdoul et donc, nos 2 témoins, ils ont pris le scooter. Ils vont chercher un autre notaire. Je te jure que c'est la vérité. Donc heureusement, en fait, ils ont été super malins. Parce qu'en fait, ils avaient anticipé le truc parce que c'est régulier que ça arrive là-bas. Donc ils avaient déjà programmé un notaire de secours au cas où on a notre premier notaire qui nous lâche. Du coup ils sont allés chercher notaire de secours. Un scooter. Ouais, il a dû venir en voiture, mais alors franchement, une demi-heure après t'es là quoi. On souffle. Bon tout commence, alors moi je suis assise gentiment à côté de mon cher et tendre époux. À ma gauche il y a sa maman qui est venue s'asseoir. Je saurais par la suite que c'était pour me soutenir. Et pour continuer dans quand même la cérémonie là, en fait, moi je suis en mode j'ai envie de sauter partout, j'ai envie de crier de partout, j'ai envie de chanter de partout, de faire du bruit, mais je peux pas. En face de nous, il y a la famille et des amis, ils ont tous leur portable, ils prennent tous des photos et des caméras et des machins. Et mon homme, il transpire et il me regarde pas. Il a le regard comme ça, droit. J'habite où? Je suis où? Et moi je dis mais quand même donne-moi la main, enfin, quand même souris-moi, mais quand même, enfin, je suis ta femme quoi, mais puis c'est notre mariage, enfin, c'est la fête. Puis ça je me dis normalement t'as pas le droit de parler. Hein? J'ai pas le droit de parler mon mariage. Oui, mais en fait lui non plus. J'apprends après tout ça. En fait, normalement, les mariés, ils sont dans une sorte de silence pudique.
comme des princes et des princesses. Ils font pas de manif, ils parlent pas. Normalement, t'as pas le droit de parler. Alors quand j'entends mes copines qui jactent des hurrahs dans le Facebook en direct, j'adore. Ça me fait un bien fou parce que voilà, le lien avec mes copines, ça a été un messenger partagé, comme ça en direct. Voilà, et c'était bon de vous avoir. C'était un super soutien de vous avoir, mais vous ne pouvez pas savoir. Et surtout quand je vous ai entendu crier. Donc voilà, ça se passe, on écrit en arabe, on écrit en français, et il écrit des grands trucs de nos actes de naissance sur les grands papiers tout en arabe, jusqu'au moment où il lève les yeux et qu'il me demande comment je m'appelle. Bah Magali. On dit, ouais, je le regarde avec des yeux comme ça, tu viens de l'écrire 4 fois, mon nom, mon prénom. Mais moi, dans ma tête, pourquoi il me pose cette question? Je lui réponds, il me dit oui. Il dit, et lui, c'est qui? C'est Dali. Et vous êtes sûr? Je te jure, tu regardes tout le monde en disant, il y a un problème, c'est une blague. Je dis, bah oui, je suis sûr que c'est lui. Il y a un moment donné, il y a un doute. Je regarde, c'est bien toi? Pour me dire après, je suis désolée, je suis obligée de poser ces questions-là. Bah, je pense qu'on est encore dans des histoires de contrôle de mariage correct. Est-ce que j'ai bien toute ma tête? Ou est-ce que je suis à me fait avoir? J'en sais trop rien. Enfin bon, on est obligé de poser ces questions-là. Donc après ce petit rire, on fait les signatures et là, il me tend... Le notaire donne 1 dinar à Dali pour me donner à moi. J'avais entendu parler de dot dans les blablas d'avant. Il me dit, ben voilà, c'est votre dot. C'est ta dot, il me dit Dali. J'ai ma dot. C'est 1 dinar. Je vois 1 dinar? Il rigole, il dit oui. Voilà. Donc c'est le dinar qui aujourd'hui porte bonheur parce que c'est plus une dot comme avant, mais c'est devenu un symbole. Donc voilà. Et après on se barre faire les photos. Ça nous fait du bien d'être un petit peu relax. On va dehors. On a le droit de se faire un bisou, mais rapide. Parce que... Ah oui, il n'y a pas de bisou, attention. Hein. Pas de bisou en public. Hein. Pas la main, pas de bisous, pas de proximité en public. Même marié. Voilà. Et on a fait des belles photos sur la plage. On a fait des belles photos dans le jardin. Et après, c'était l'heure du repas que moi j'imaginais. Tu sais, comme la grande table d'Astérix à la fin du livre. Ouais. Sauf que ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Quand on rentre de la plage, alors juste entre guillemets, on avait loué à 500 mètres de notre appartement, enfin on nous prêtait une grande maison pour pouvoir accueillir la famille, parce qu'il n'y avait pas assez de place dans l'appartement. Donc on rentre de la plage et il me dit, ma chérie, tu manges avec qui? Avec moi et les amis ou avec ma famille à la maison? Là, je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ben oui, il y a la famille qui est là, ils sont à la maison, là il y a les amis qui sont à l'appartement, tu manges avec qui? Je dis, mais je mange avec mon mari. J'ai pas mangé, mais normalement on mange tous ensemble. Mais mon cœur, tu sais très bien, ça passe pas comme ça ici. Ma famille, ils sont pas à l'aise avec des gens qui connaissent pas. Et les amis, ils sont pas à l'aise de déranger la famille. Et moi, je pète encore un câble. Parce que j'étais même pas prévenue à l'avance de ça. Il dit, ok, on trouve une solution. Et donc il dit, je sais pas ce qu'il fait, il appelle à gauche, à droite. Il me dit, c'est bon, on mange tous sur la maison. Bah ok, cool, merci beaucoup. Avec un côté qui me dit, oh mais attends, si c'est pour mettre mal à l'aise ta famille, je vais pas faire mon caprice de Magali. Hein. Mais ils viennent se taper 4 heures de route quand même pour venir à notre mariage, on va pas les laisser manger tout seul à la maison et nous ici à l'appartement. Enfin, il y a des trucs, j'arrive pas à m'adapter moi. Hein. Viens, on mange à la maison. On arrive à la maison et il y a 2 tables de dressing, enfin une petite table basse et une table où en fait, il y a la famille et la table de moi avec Dali, mon amie française et sa mère et sa tante. J'ai dit, et les autres, ils sont où? Eh ben, ils sont à la cuisine. Mais ils mangent à la cuisine? Oui, mon cœur, tu sais bien, on peut pas mélanger tout le monde. Ah, mais ça continue, en fait, on mange pas tous ensemble. Donc nous, on mange là dans le salon et tous les amis, ils mangent debout dans la cuisine. Oui, mon cœur. Et voilà comment le repas d'Astérix s'est passé. Donc on a bu du Fanta dans un verre partagé, c'était super cool. Mais je manque de fête. Donc vers 16h tout le monde part parce qu'ils ont beaucoup de route pour rentrer. Donc vers 16h on est tous les deux en costumé mais tout seul. Il fait beau encore, c'est 16h. Dali il me dit il faut que j'aille voir le notaire en ville, je reviens. Je vais faire un truc, je sais pas quoi. Ok. Il part avec le scooter en ville. Par le notaire. Et il revient pas. Enfin c'est long. Et là, tempête se lève. Le vent, la pluie, tellement fort qu'elle passe sous la porte et elle transperce les murs, la pluie. Et l'eau, elle rentre de 3 mètres dessous la porte d'entrée. Il faut la pousser à la raclette pour remettre l'eau dehors.
toute la chambre, ça coule, sur le tapis, c'est mouillé, fallot. Et Dali pas rentré, et 30 centimètres dans la rue. Il finit par arriver, tout trempé. Moi, je m'étais dit, on va aller faire un petit resto tous les deux. Oui, t'as le cul la balayette, le restaurant. Parce que tu peux pas acheter de taxi, tu peux pas aller chercher de taxi, tu peux pas sortir pour aller chercher un taxi. Donc, on reste mouillé, poule mouillée, dans l'appartement, pour notre soirée de mariage. Et qu'est-ce qu'on mange? On ouvre le frigo et on n'a pas prévu le coup. Alors j'ai réussi à trouver un avocat pas mûr, dégueulasse, une boîte de thon, des biscottes. Heureusement j'avais une bouteille de rosé dans mon sac. Et puis de la vache qui rit, je crois. Voilà, c'était notre repas de mariage. Alors on a ri encore. Mais on manque de la fête encore. Voilà pour la preuve du mariage, le passage du mariage. Mais on était très heureux et puis ensuite on a enchaîné avec le travail directos. Donc tout ça c'est allé vite. Pas vraiment le temps de profiter de nuit de noces, de je sais pas quoi, de jour de noces. Non, nous le lendemain on va bosser. Et puis là on en est à l'étape de la retranscription. Donc première étape, autorisation de se marier. Deuxième étape, on se marie. Troisième étape, c'est retranscription du mariage. Ça veut dire on fait valider le mariage en France pour avoir un livret de famille français. Ça a pris 2 mois. Galère à prendre des rendez-vous, galère à envoyer des dossiers, des pièces. J'ai pas compris exactement les pièces à envoyer. Il a fallu avoir un traducteur à Chambéry pour faire traduire l'acte de mariage qui était écrit en arabe. Il faut qu'il soit en français. 2 mois, au bout de 2 mois, notre livret de famille est entre nos mains. Donc l'étape suivante, c'est visa. Et pour demander le visa, il faut l'extrait de casier judiciaire. Et pour avoir l'extrait de casier judiciaire, pour Dali, on a mis 7 mois. Parce que lui, il a eu un souci en lien avec le service militaire. Il y avait quelque chose qui n'était pas réglé, qu'il n'a pas pu connaître avant à cause des révolutions tunisiennes qui ont perdu tous les papiers dans les bureaux. Du coup, ce hic a bloqué son dossier au niveau de l'informatique de la police. Et voilà, pour en revenir sur comment ça se passe en Tunisie, tu n'es au courant de rien. On ne te tient pas au courant de ton dossier. Et si t'appelles, t'as pas de réponse ou on t'envoie chier. Voilà. Et pour la petite histoire, on savait pas pourquoi ça bloquait au début. Et quand on l'a su par voie interposée, parce qu'il connaît un ami qui travaille à la police, il lui a dit tu dois faire 3 mois de prison. Donc ça, on a su ça en novembre. Et il sait pas pourquoi à ce moment-là. Mais tu ne reçois pas de courrier t'informant du problème. Et si jamais tu te déplaces à la police pour savoir qu'est-ce qui se passe, ils te menottent et te mettent en prison direct. Donc il faut pas y aller, en fait. Faut te débrouiller pour avoir l'info autrement, mais pas te présenter toi. Sinon tu finis en prison tout de suite. Ça se passe comme ça. Donc tout ça, sur la relation à distance et sur les différences culturelles, forcément, ça crée plein de distorsions, de difficultés dans la relation, quoi. Parce que pour lui, c'est logique. Quand il me répond, il me dit, mais non, ça se passe pas comme ça, blablabla, il s'énerve. Et moi, je dis, mais qu'est-ce que tu dis? Ça n'a pas de sens. Tu vas à la police, ils vont te répondre parce que je suis dans mon mode français. Parce que le mode tunisien, c'est pas le même. Donc ça génère encore des incompréhensions. C'était parce qu'il a démissionné de l'armée avant les 8 ans d'engagement, en fait. Et du coup, tu dois rétribuer, c'est une amende parce que tu es parti plus tôt de ton engagement. 3 mois, je sais pas pourquoi, c'est par rapport au montant de l'amende. Bon, alors du coup, on a payé l'amende. Mais il a fallu faire tout un tas de zigzags, payer un avocat pour savoir ce qui se passait. Sinon, on n'était pas au courant. Et une fois que tu as ton papier de trésorerie qui prouve que tu as payé, que tu l'emmènes à la police à Tunis, 600 km, parce que ça marche pas, fax, mail, courrier, ça marche pas. Tu te déplaces là-bas. Et d'ailleurs, ils te le disent, leur police locale, ils disent, vous allez à Tunis voir ça. Oui, je vais faire 600 bornes pour mon papier. C'est comme ça là-bas. C'est vraiment un autre monde. Donc là-bas, la police lui dit, ok, c'est bon, c'est réglé, c'est ok, votre dossier, et reformule une demande de casier judiciaire. Et du coup, il nous dit, normalement, dans max 10 jours, on a le papier. Et non. Et là, les mois passent, et on ne sait pas ce qui se passe, et on n'a pas d'infos. C'est là que j'ai essayé de les contacter, qu'on m'a raccroché au nez. Pas d'infos. Et injoignable, et de toute façon, il ne te parle pas sinon. Donc entre-temps, on lui a essayé de passer son permis, qu'il a raté 2 fois. Mais il fallait aussi qu'il ait son permis avant de venir en France, pour qu'il puisse être ensuite validé en France. Il fallait qu'il soit dans sa poche avant la demande de visa. Donc on a fini par avoir le casier judiciaire avec un peu d'aide. Et quelques euros aussi. Mais ce jour-là, ça a changé notre vie. Parce qu'en fait, le jour où on avait le casier judiciaire, c'était vraiment la porte de la sortie qui s'ouvre.
Ce jour-là, on est soulagés tous les deux en fait. Il lui manque son permis, mais quelque part c'est moins compliqué. Donc après avoir obtenu ce casier judiciaire, on est vraiment dans visa. Sauf que depuis le 17 mars, nous sommes en confinement et que donc il est coincé à Djerba. Parce qu'il était allé à Djerba pour voir son ami et s'occuper des papiers, justement du casier judiciaire, mais il se retrouve coincé sur l'île de Djerba pour 2 mois de confinement. Donc coincé à Djerba pour une durée illimitée, parce qu'on ne savait pas quand ça allait s'arrêter, le confinement. Donc notre dossier et toute notre histoire est mis entre parenthèses, à l'heure où on voyait les choses s'éclaircir. Ouais, c'est dur. C'est pas facile. Mais quelque part, ça a été peut-être un peu moins dur que d'habitude, parce que tout le monde était bloqué. Mais bon, frustrant parce que lui, il est vraiment bloqué, donc il a passé aussi tout le ramadan pas dans sa famille. Ah ouais, il l'a passé chez son ami, heureusement c'est son meilleur ami, hein, et du coup dans la famille de son ami, mais dans sa tête, c'était quand même le dernier ramadan qu'il allait faire avec sa famille avant la France quand même. C'est plein d'émotions, hein, plein de choses qui s'entremêlent, et pas de résignation, mais d'acceptation à laisser aller, quoi, de renoncement. Voilà. Pas mal, beaucoup de renoncement dans l'histoire. Et sans savoir quand ces foutues frontières vont se rouvrir. On a réussi à déconfiner, il a pu partir il y a 15 jours par là. Il a passé son permis en une semaine et il a réussi à l'avoir. Et du coup, on en est à attendre son visa maintenant. C'est quelque chose qui, normalement, c'est la chose la plus facile de tout le périple. C'est le truc, en 2 jours, tu as un rendez-vous, en 15 jours, tu as le visa dans ta poche. C'est vraiment le truc facile. Sauf que nous, c'est encore fermé parce que on est au Covid-19 et que France Visa, le site où on fait les visas, et TLS Contact, là où on prend les rendez-vous, sont encore fermés. Ça a bougé jeudi soir, j'ai avancé les étapes, mais pour l'instant, la prise de rendez-vous est impossible. Donc nous attendons la réouverture des frontières le 27 juin en Tunisie, 1er juillet en France. Possiblement, Inch'Allah, à ce moment-là, au moins, on pourra faire la demande de visa. Lui, faire demande de visa, ça veut dire aller à Tunis, c'est 600 bornes. Pour déposer le dossier, faire des visites médicales, faire des vaccins. Donc ça prend encore X jours, il faut qu'il reste à la capitale. Et ensuite être appelé pour chercher son visa. Et les vents en louage. Donc c'est des taxis, des bus taxis en fait, qui décollent qu'une fois que le bus est plein. Alors c'est moins cher, mais bon, c'est quand même... 600 bornes, je sais plus combien ça lui coûte, doit faire bien une trentaine d'euros. Sauf que pour eux, 30 euros, c'est beaucoup. Donc, souvent, c'est moi qui ai dû subvenir à pas mal de besoins financiers, que lui travaillait plus. Puis il n'y avait pas de boulot de toute façon. Enfin, puis il est aussi dans cette transition, quoi. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Il y avait un peu, et comme une pause qui s'est fait. Le sujet financier est aussi un sujet difficile, hein, du coup. Parce que leur rapport à l'argent n'est pas le même, ils demandent facilement, ils s'entraident facilement au même niveau financier, même entre amis, entre familles, et dans leur vision, ça coule de sens que la conjointe elle aide financièrement. Pour eux, c'est je t'aime en fait. Pour eux, c'est t'es là pour moi. Pour nous, un peu moins. Donc il y a eu 2-3 accros. Mais voilà, j'en suis quand même à plus de 5 000 euros au moins, hein, en 2 ans. Je compte aussi les voyages, les logements sur place, les aides. Pour vivre avec mon mari, pour arroser les graines de l'histoire. Sans connaître rien, mis à part avoir confiance et foi de ce que nos cœurs et de nos âmes murmurent. On n'a pas le droit de juste être ensemble, on n'a pas le droit de pouvoir se voir, juste se prendre la main, se regarder, être ensemble, quoi. Parce que pour ça, il faut de l'argent. Il n'y a que moi qui peux me déplacer, puisque lui n'a pas de visa. Il n'y a que moi qui peux y aller. Quand j'y vais, je suis à mon compte, donc quand j'y vais, moi je rentre pas d'argent. Et en plus, c'est moi principalement qui règle. Du coup, financièrement, je suis pas, quoi. Mon retour d'après le mariage. Rentrer en France toute seule alors que je viens de me marier, c'est pas logique, il n'y a pas de sens. Voilà, c'est ça. C'est très dur. C'est très très dur. Donc là, à chaque fois, on est obligé d'être dans l'espérance, quoi. Et maintenant ça va aller. maintenant ça va aller. Mais les larmes sont là, les dépressions sont là, le blackout il est là, hein. Moi je m'envole encore seule. Il n'y a pas eu un seul retour d'avion où je pleure pas, hein. Je pleure dans tous les retours.
2 heures de pleurs. J'arrive à Lyon, j'ai les yeux rouges, ça pleure encore. C'est très difficile, vraiment très difficile. Et en plus, je change complètement d'univers. C'est vraiment 2 mondes parallèles. J'ai 2 vies parallèles que je partage avec personne. Que ce soit dans l'énergie du pays, la culture du pays et ma vie d'amoureuse avec lui. Et quand je rentre en France, il n'y a plus rien. J'ai une autre terre, une autre énergie, une autre habitude, un autre quotidien, d'autres relations. J'ai 2 vies. Et j'en peux plus en fait d'avoir 2 vies, c'est hyper fatigant. Et ça, c'est même pas que fatigant, ça fait comme quand tu te réveilles le matin, t'as fait un rêve. Tu te dis c'était vrai mon rêve ou pas? Ça fait la même sensation parfois. Tu sais plus où est la réalité. C'est injuste de pas pouvoir vivre quelque chose qui est si simple. On n'est pas en train de demander la lune quoi. C'est injuste de pas juste pouvoir vivre l'amour. Pourquoi on l'empêche de prendre un avion quoi? Pour venir à côté de moi, même en vacances. Voilà, ça c'est très dur. Et lui, du coup, quand je pars, imagine un PC ou une télé, t'appuies sur off. Puis, à ce moment-là, lui, il s'éteint. Comme ça qu'il le vit. Il fait ce qu'il peut pour rester fort, parce qu'en fait, il en chie vachement. Pour me le cacher, alors que moi, en plus, je continue à lui rentrer dedans. Parce qu'en fait, j'ai observé aussi, quelque part, je l'ai bien vu sur un des départs. C'est plus facile de vivre le manque quand je suis en colère contre lui. Ouais, tu me fais chier, dégage, quoi. C'est plus facile que je t'aime et tu me manques, ça me crève le cœur, quoi. Je t'aime, t'es pas là, quoi. Du coup, ça rend en colère contre l'autre, il y peut rien. Mais tu veux la mettre contre qui, cette colère? Donc, tout ça, tu le découvres en toi, au fur et à mesure. Et on le sait tous les deux, on en parle. Chaque fois, il dit, mais tous les problèmes qu'on a là, c'est le manque, c'est la distance qui fait ça. C'est ce que ça nous rend dingue. Ça te rend émotionnellement dingue. Et cette colère, ouais, faut qu'elle sorte, quoi. Et je le vois bien, moi, c'est assez cyclique. Hein. Il y a des moments, voilà, on se prend la tête, on se retrouve, les retrouvailles, ça fait du bien, je reprends la tête. J'ai l'impression que c'est aussi comme ça que ça me permet de tenir, en fait. Que c'est bien que tu me fasses chier, qu'on se prenne la tête, parce que c'est trop dur. Parce que normalement, déjà on se voit pas, donc normalement on fait les choses bien, on est patient. Ouais, non, mais ça, c'est tellement éprouvant émotionnellement. C'est une façon de se protéger. Et puis, j'ai conscience aussi on a une relation. C'est une rencontre d'âme très particulière aussi. Notre rencontre, c'est vraiment des retrouvailles d'âme. Tout- Tous les couples sont des rencontres particulières. Mais là, ça vibre. Alors, à ceux qui vivent la même chose que moi, la première des choses. C'est trouver l'authenticité en eux et la vérité en eux pour la relation. C'est-à-dire que cette relation, elle m'inspire, même s'il y a des obstacles, comme moi j'en ai eu. Mais ça veut dire qu'est-ce que je ressens dans le plus profond de moi dans cette relation. La deuxièmement, c'est pourquoi, comme dans n'importe quel couple, j'ai envie de dire, pourquoi il me plaît, pourquoi lui, pourquoi je m'attache, lui ou elle. Qu'est-ce il ou elle est venu changer dans ma vie qui est si précieux et qui fait une telle différence. Et puis bien sûr, la prise en compte qu'il va y avoir forcément, enfin, être réaliste, qu'il va y avoir des chaos. Même si ça démarrait en mode prince charmant, il va y avoir des chaos et qu'il faut s'y préparer. Et de les accepter, comme on disait tout à l'heure, même à distance, il est nécessaire qu'un couple ressemble à un couple. Donc, il y a des moments où il y a des prises de tête, c'est sain, c'est normal. C'est le couple qui se construit. Bien sûr, la communication, elle est essentielle, puisque on se voit même pas. Donc, il n'y a que la parole pour pouvoir se connaître, pour pouvoir se dire. Et bien sûr, j'ai envie de dire, même si c'est des conseils qui peuvent peut-être aller avec tous les couples, mais être le plus authentique possible. Parce que de toute façon, cette relation-là, elle va être plus rude. Donc c'est vraiment un grand test d'amour, un grand test jusqu'où j'accueille l'autre en fait. Et je pense que c'est important d'être méga authentique parce que si on va jusqu'au bout du process, qu'il y en a un qui quitte son pays pour l'autre et qu'il arrive dans le pays et qu'en fait tout ce qu'il a vécu au téléphone c'était du flan, c'est pas terrible. On pourra jamais savoir ce que la relation elle va faire. Dali, lui, ça fait peut-être partie aussi de ses peurs, et je l'imagine, hein, je vais faire quoi de lui quand il est ici? Si je me transforme en dragon et que je le néglige ou que je le rejette, il fait quoi lui, quoi? Enfin,
En fait, c'est avoir conscience, vraiment. C'est des relations qu'on prend pas à la légère. C'est des relations, je vais pas dire sérieuses, mais on est conscient de ce qu'on fait, on est conscient de ce qui se passe en nous. Alors, les conseils à ceux qui nous entourent, c'est leur intérêt pour nous. Ils pourront jamais sentir ce qu'on sent. Ça, tout le monde le sait, comme dans toutes les grandes épreuves de vie. Mais sentir que autour de nous, on a des gens qui sont conscients qu'on est dans une expérience de vie un peu spéciale et que ils s'en soucient en fait. C'est de l'attention, de l'écoute, un effort de compréhension, d'aller au-delà de nos, et puis éviter de balancer des peurs. Ouais, c'est bien. Éviter de balancer des peurs qu'on connaît déjà. Il n'y a pas besoin qu'on nous les liste au fait. Voilà, principalement. Et il y a des phrases, moi, il y a des mots qui semblent anodins. Quand tu dis, allez, t'inquiète pas, ça va bien se passer, j'ai confiance en vous, courage, ça va aller. Je sais pas, quoi qu'il en soit, c'est une belle histoire. Des paroles positives, en fait. Des paroles positives comme ça, même si on pourrait dire ça sans savoir trop, elles font du bien. En fait, elles donnent du courage. Qu'on profiter à fond, lâcher et écouter que le cœur. Mais c'est un grand chemin d'ouverture de cœur, d'acceptation, de lâcher prise. Et en fait, du coup, ça veut dire aimer la vie, lâcher prise dans la vie et faire confiance en la vie. En fait, le parallèle de la relation, c'est exactement le même avec la vie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Il était présenté par Cynthia. La réalisation était faite par Cynthia, la musique était de Jorm et les dessins étaient de Jasper. Si vous voulez participer, vous pouvez me contacter par mail à podcastonmultiple@gmail.com. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Parce qu'il existe autant de sexualité que de personnes, parce que nous n'avons pas tous la même histoire, la même éducation, la même culture, les mêmes désirs et les mêmes tabous, nous avons tous nos différences et nos libertés. À travers les portraits intimes de ces témoignages, le but est de délivrer une expérience et non pas la vérité. Les propos de nos invités n'engagent qu'eux.